Alors, la prochaine présentation porte sur une recherche sur l'initiative des enseignants pivots. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec ce concept-là. Donc, les enseignants pivots, ce sont des enseignants qui sont choisis ou recrutés par leur département afin d'être le pivot entre l'étudiant et l'enseignant ou le collège même. Et l'idée étant de les aider, de les encadrer afin qu'ils puissent s'améliorer et réussir. Donc, l'objectif final, c'est vraiment la réussite des étudiants. Alors, euh, en, en 2020, nous avons obtenu une subvention afin de faire une recherche là-dessus, sur ce que les enseignants pivots vivent, de faire cet état des lieux et de comprendre les retombées de la mesure sur les étudiants, évidemment, et de voir, identifier les défis de mise en œuvre et des opportunités d'améliorer cette mesure-là au Collège de Maisonneuve. Les chercheurs et l'équipe de recherche, c'était Jérémy Duhamel, Anna-Laura Alvarez, Karen Tayana et Maïli Saïdi. Et donc, comme je vous ai dit ce matin, Jérémy n'est pas actuellement présent avec nous. Il a d'autres engagements, la raison pour laquelle je fais cette présentation à sa place. Donc, ce que je veux vous présenter, un petit aperçu du contexte, la méthode, le portrait des actions des profs pivots, les retombées positives et quelles sont les conditions de succès selon et les enseignants, mais aussi les étudiants, évidemment. Et donc, je vous dis aussi que dans cette méthodologie, il y a eu 36 enseignants qui ont participé, 15 professionnels. Donc, professionnel, ça peut être un travail social, psychologue, API ou conseiller pédagogique, des cadres, donc des gestionnaires qui sont à la direction des études et 27 étudiants aussi qui ont participé à cette recherche-là. Donc, alors, parmi les sources de difficultés qui ont été recensées, c'est que celles et ceux qui sont à la recherche de solutions à un problème ponctuel. Donc, les étudiants qui participent ou qui ont été évalués par les enseignants, ce sont des étudiants qui ont une difficulté ponctuelle. Ponctuelle, ça peut être, par exemple, ils ont peur de poser des questions. Par exemple, un étudiant qui a peur de discuter de certains sujets avec un enseignant. Donc, c'est vraiment ponctuel. C'est pas dans toutes ces sphères qu'il a ces difficultés-là. D'autres qui ont des difficultés dans les habiletés d'apprenant, par exemple, la méthode de travail, la gestion du temps. C'était ce type de difficultés qu'ils peuvent avoir et ça nécessitait un encadrement d'un enseignant. Et dans ce cas-là, l'enseignant pivot est très bien outillé pour dire à l'étudiant, écoute, voici des conseils, voici ce que je peux te donner comme outil, ou viens avec moi, on va aller voir tel professionnel qui peut te donner des outils plus appropriés afin que tu puisses améliorer tes compétences, par exemple. Donc, ce sont des situations qui sont très pertinentes dans ce sens-là. D'autres, ça peut être des transitions difficiles entre le secondaire et le cégep. On sait très bien, dans nos cégeps, souvent, il y a des journées ou des demi-journées, par exemple, où on travaille ces questions-là. On travaille ces questions-là avec des enseignants, avec des professionnels, parce que il y a une transition qui peut être particulière et certains étudiants sinon beaucoup d'étudiants qui viennent du secondaire
ne sont pas encore habitués au mode de fonctionnement dans le cégep. Donc, ça nécessite des interventions ou d'un encadrement d'un enseignant ou d'enseignants, de différents enseignants dans le cégep afin d'aider à mieux s'organiser, à mieux gérer leur temps, leur stress et ainsi de suite. Et évidemment, les difficultés d'adaptation au Québec, ça concerne davantage des étudiants qui viennent d'ailleurs. Ça peut être des étudiants internationaux, par exemple, ou des étudiants qui sont de retour aux études, mais qui n'ont jamais fait beaucoup d'études au Québec et leurs diplômes viennent d'ailleurs. Donc, ce sont des étudiants qui ont besoin d'un coup de pouce pour mieux comprendre ou mieux s'adapter aux réalités des étudiants ici. Donc, évidemment, les différentes sphères d'intervention des profs, ce que nous avons remarqué, ce sont ces quatre sphères-là. La première sphère, c'est la prévention. Donc, prévenir des échecs ou prévenir un abandon, par exemple. Donc, vraiment de dire à l'étudiant, écoute, on sent que dans tes notes ou tu as certaines difficultés là, voici ce qu'on va faire. On va regarder sont où les difficultés et on va essayer de voir comment travailler là-dessus. Donc, prévention. Évidemment, il y a le dépistage, c'est ce que je viens de dire aussi. Donc, c'est vraiment dépister certaines difficultés chez les étudiants. Soutien et référencement, aider l'étudiant à trouver des solutions, mais aussi l'aider à aller chercher des solutions ailleurs. Ailleurs, ça peut être chez la travailleuse sociale, ça peut être au service d'adaptation scolaire, par exemple, ou ça peut être parfois à l'extérieur, ce qui arrive, mais rarement là, dans ce cadre-là, et effectuer un suivi avec l'étudiant là, après avoir reçu du soutien ou reçu de services de la part des professionnels et d'autres enseignants. Donc, ce sont les quatre sphères d'intervention selon le cadre de référence. Ce qu'on a trouvé aussi, c'est que ces interventions sont à géométrie variable selon le programme. Il y a des programmes, comme vous le savez, qui sont plus imposants que d'autres. Que l'on pense par exemple au programme en français, littérature ou philosophie, parce que tout le monde passe par là. Les programmes de la trame générale sont plus grands, évidemment, parce que on va recevoir tous les étudiants là. Donc, ces programmes-là, plus le programme est important en nombre, moins l'accompagnement est individualisé, par exemple. Et ça, c'est important de le dire parce que plus l'accompagnement est personnalisé, individualisé, mieux c'est pour l'étudiant. Mais lorsque le nombre est énorme, là, ça devient moins ou impossible pour les enseignants, ou un enseignant ou parfois deux enseignants, de suivre cette cadence-là parce que le nombre est important, évidemment. Le nombre de jeunes ou d'étudiants qui ont besoin d'aide est grand. Aussi, les interventions, lorsqu'on dit sont en géométrie variable, selon le style et la personnalité des profs pivots. Dans ce sens-là, certains profs ont un style plus permissif, plus démocratique, d'autres qui ont un style plus direct, par exemple. Donc, ça dépend aussi des profs et on va revenir là-dessus à la toute fin pour dire qu'est-ce qui influence ce type ou ce style-là des profs. Les retombées. Donc, les retombées positives, évidemment, on parle de retombées positives dans ce programme-là et ça vient dans les propos et des étudiants, mais aussi des enseignants surtout. C'est que parmi ces retombées-là, on assure un meilleur repérage des étudiants en difficulté. Donc, c'est ça qui est important et on assure un meilleur repérage rapidement. Donc, à la première, voire maximum à la deuxième session, on est capable de repérer un étudiant qui a certaines difficultés. Puis on assure un premier point de contact qui est accessible
aux étudiants. Donc, de dire à l'étudiant, voici, il y a quelqu'un ici, son visage, son nom qui est capable de t'aider et de t'accompagner. Et évidemment, par la suite, faire un suivi, améliorer le suivi avec ces étudiants-là. Aussi, parmi les retombées positives, c'est que ceci permet un référencement efficace vers les ressources d'aide pertinentes, c'est-à-dire les ressources d'aide à l'intérieur du cégep et parfois à l'extérieur, mais surtout là, à l'intérieur. Comme j'ai dit, ça peut être des ressources, par exemple, parmi l'équipe à la vie étudiante ou parmi d'autres ressources, l'API ou autres, afin de l'aider à réduire la charge, à améliorer ses compétences ou à développer des outils pertinents pour avancer. Aussi, parmi les retombées positives, c'est de répondre efficacement aux besoins liés au programme. Donc, ce sont des programmes qui ont des spécificités, par exemple. On sait très bien, il y a des programmes en pré-U et d'autres en technique qui sont particuliers. Donc, on peut permettre à l'étudiant d'avoir cette information-là, d'avoir ce contact-là avec des enseignants pour l'aider à mieux comprendre comment fonctionne le programme. Aussi, ce qui est important dans ces retombées-là, c'est de favoriser, donc ce programme-là favorise la concertation entre les acteurs du collège. Des acteurs, ça peut être des enseignants, entre enseignants, mais aussi ça peut être entre enseignants et professionnels à la vie étudiante, par exemple, ou d'autres types de professionnels, des animateurs ou animatrices. Donc, c'est vraiment, ça peut permettre à plusieurs acteurs de mieux se concerter afin d'aider l'étudiant à mieux naviguer vers sa réussite scolaire. Et évidemment, à la toute fin, parmi les retombées positives, c'est d'avoir une collaboration entre enseignants en vue d'aider l'étudiant à mieux se retrouver dans son cheminement scolaire, évidemment. Donc, quelles sont les conditions de succès? Donc, parmi les conditions de succès, on trouve, euh, par exemple, la proximité et la disponibilité des enseignants. Donc, c'est vraiment être disponible et être présent là. C'est les échos des étudiants, c'est de dire, par exemple, l'enseignante est tout le temps présente. Donc, elle est disponible. Ça, c'est important. Je sais que je peux aller la voir à n'importe quel moment. Donc, je peux la voir, je peux la croiser dans les corridors, je peux discuter avec elle à la cafétéria. Elle est disponible, mais elle est ici, au collège. Ensuite, on parle de l'écoute active. Donc, plus l'enseignant ou l'enseignante est à l'aise avec cette technique-là, mieux c'est parce que l'étudiant va se sentir dans ce rapport de bienveillance et non-jugement de la part de l'enseignant ou l'enseignante. Donc, l'étudiante, dans ce sens-là, va être en mesure de se délivrer, de dire ce qui se passe exactement dans sa vie, qu'elle soit personnelle ou scolaire, de ce qu'elle ressent véritablement. Et ça, c'est important aussi pour le succès de cette approche-là. Donc, c'est vraiment important. Le troisième élément qui garantit une condition de succès, c'est de dire la confidentialité. Donc, il faut vraiment avoir ce rapport de confidentialité qui, on va revenir là-dessus, des fois, c'est pas évident. C'est pas évident, mais quand même, plus on s'approche de cette confidentialité, mieux c'est pour l'étudiant parce que, évidemment, les étudiants ne veulent pas raconter quelque chose à un prof et par la suite se retrouvent connus par d'autres profs, par exemple. Et ça, c'est très important de le respecter et ça devient comme une condition de succès dans ce rapport-là, enseignant-élève. Le quatrième point, c'est la recherche collaborative de solutions. Et donc, c'est de dire, de dire à l'enseignant, c'est de ne pas imposer
des solutions, mais de proposer des solutions. C'est ce que les étudiants disaient, par exemple, c'est que j'étais bien quand l'enseignant me proposait plusieurs types de solutions. On peut travailler ensemble, ces solutions-là, mais qu'il n'y ait pas une imposition de solutions. On se sent écouté, on se sent respecté lorsqu'il y a ce type de collaboration, par exemple. Concentration entre profs, aussi, c'est important. Cependant, comme j'ai dit tantôt, en lien avec la confidentialité, il faut absolument que l'étudiant soit à l'aise, qu'on puisse parler à d'autres profs. Donc, il faut avoir ce rapport ou cette permission de la part de l'étudiant pour discuter avec notre prof. Mais ce sont les conditions de succès qu'on a trouvées dans le récit des étudiants, mais aussi des enseignants. Maintenant, il y a des défis de mise en œuvre, évidemment. Parmi les défis de mise en œuvre, on peut nommer plusieurs. Notons par exemple le flou dans la définition du rôle. Et ça, c'est important de le mentionner parce que c'est pas évident. On demande à un enseignant de jouer un rôle qui n'est pas très bien défini, qui n'est pas toujours clair. Quel est mon rôle comme prof versus le rôle d'un professionnel? Et les enseignants vont se poser souvent des questions. Est-ce que mon rôle est d'écouter seulement? Est-ce que mon rôle est de donner un conseil? Est-ce que je deviens un conseiller? S'il y a des confidences qui sont liées à une détresse psychologique, est-ce que c'est mon rôle? C'est où mon rôle par rapport au professionnel? Ça, c'est pas très clair. Le deuxième point important, c'est la fragilité du cadre, de l'espace de l'intervention. J'ai dit tantôt les limites de la confidentialité. Donc, ça, c'est très important. Il y a des étudiants qui vont nous dire, par exemple, la confidentialité n'a pas toujours été respectée. J'ai senti que des enseignants ou d'autres types d'enseignants savent ce que je vis, alors que je n'ai pas autorisé, par exemple, au professeur pivot de parler ou de parler à d'autres professeurs. Donc ça, c'est vraiment important à discuter, à réfléchir. Donc c'est vraiment ce cadre-là, comment on le pose et comment on peut dire ou former les enseignants pivots à respecter cet espace d'intervention. Le troisième élément qui est quand même un défi, c'est la diversification des défis et des besoins. Par exemple, dans ce cas-là, il y a une diversification croissante des besoins des étudiants. Les réalités qui sont insaisissables, par exemple, lorsqu'on parle de troubles de spectre de l'autisme, lorsqu'on parle de difficultés psychologiques, scolaires, le prof pivot n'a pas toute cette compétence-là, ou toutes ces compétences-là de naviguer entre ces différents défis, par exemple. Et c'est là, ça devient important d'avoir un cadre clair, d'avoir un rôle clair, afin que l'enseignant puisse naviguer dans toutes ces difficultés. Et on sait, lorsqu'on est enseignant au Cégep, on les voit, ces besoins-là, ces défis-là. On voit qu'il y a de plus en plus de défis qui s'ajoutent et qui sont présentes. Le quatrième point, c'est le niveau variable de connaissances et de compétences dans l'exercice du rôle de l'enseignant. Et donc, c'est là où ça rejoint les autres aussi, les autres éléments. C'est mon rôle dans le développement de ces compétences. Par exemple, je ne suis pas spécialisé dans les difficultés et problèmes en santé mentale. Est-ce que je me limite seulement à référer ou je peux discuter un petit peu? Et c'est quoi mes compétences versus mes connaissances? Donc, tous ces éléments-là sont très importants dans la vie d'un étudiant, mais c'est très important aussi de voir les limites, de voir le cadre, les responsabilités à qui appartient,
et quel est mon rôle, quand est-ce que j'arrête dans mon rôle comme enseignant pivot. Le cinquième élément, très important, c'est le recrutement qui se trouve à géométrie variable. Comme une étudiante qui a dit que c'est pas tous les profs qui peuvent être un prof pivot. Ça prend quand même des profs qui sont prêts à écouter, qui sont patients, qui sont, qui sont capables de me référer aux bonnes ressources, qui sont capables de dire, ah, ça c'est une ressource, par exemple, service d'adaptation scolaire, et non pas service psychologique. Alors, c'est deux intervenants différents, et c'est là l'importance de dire, mais les profs aussi doivent avoir certaines connaissances et un certain savoir-faire, mais aussi un savoir-être afin d'accomplir cette tâche-là. Et ça, c'est très important aussi. Manque de préparation, de soutien dans l'appropriation et l'exercice du rôle. Là, c'est très important. Lorsqu'on entend les profs qui disent, ben moi, j'ai pas été préparé, là. Donc, c'est vraiment, j'ai jamais été formé. Et des profs qui vont dire, ben moi, j'ai appris sur le tas. Et donc, c'est vraiment mon rôle n'était pas clair, mon rôle n'était pas bien défini. Et donc, j'ai dû faire de l'auto-apprentissage. Donc, c'est vraiment ça, là. Et donc, ça prend du temps et beaucoup d'investissement en termes de temps et d'énergie afin de comprendre notre rôle et la raison pour laquelle c'est extrêmement important dès le départ qu'il soit défini, qu'on soit bien recruté et qu'on soit formé aussi pour affronter ces situations-là qui sont des fois très délicates et ça nécessite une bonne intervention. Euh, le huitième défi, c'est la collaboration non optimale avec des ressources d'aide. Là. Ça, c'est important aussi. C'est que parfois, et ça, il faut le dire, parfois, il y a une certaine méfiance entre le rôle de professeur et le rôle de certaines ressources professionnelles, par exemple. Et c'est là où, si cette collaboration n'est pas bien établie, il peut y avoir certains écueils, certaines difficultés, par exemple, dans ce sens-là. Et donc, des fois, ces ressources peuvent être éloignées ou peuvent être limitées aussi. Ça, c'est un autre défi. C'est que des fois, dans les ressources professionnelles, il peut y avoir une certaine limite ou des ressources qui ne sont pas, je dirais pas, ne sont pas accessibles, mais qui ne sont pas disponibles pour toutes sortes de raisons. Donc, là aussi, il faut trouver des solutions pour avoir cette connexion entre les profs pivots et les ressources disponibles dans le milieu, à proximité, c'est-à-dire à l'intérieur du collège, ou sinon de voir s'il y a des ressources à l'extérieur du collège qui peuvent être disponibles pour aider les étudiants, évidemment. Euh, Et le deuxième point, donc c'est vraiment important pour ces défis-là, c'est le soutien de l'administration qui est en deçà des attentes. Et souvent, ça a été nommé par les profs, c'est de dire, par exemple, on ne comprend pas comment on n'arrive pas à avoir un espace de rencontre entre profs, étudiants, API et d'autres professionnels, par exemple. Ça nous prend quand même une organisation, un soutien administratif pour avoir ce type de rencontres et avoir cette synergie-là entre nous tous. Donc, ce sont des propos qui ont été apportés par des professeurs. Donc, voici des éléments très importants qui reflètent les défis de mise en œuvre. Et donc, on doit porter attention à ces défis-là. Cela dit, il y a des opportunités d'amélioration. Évidemment, en lien avec ces défis-là, il y a des opportunités d'amélioration. Parmi ces opportunités-là, c'est le rôle. On revient toujours à clarifier ce rôle-là. Donc, ça, c'est important. Et évidemment, de travailler cet espace-là d'intervention et de sécuriser le cas, c'est de dire,
comment on peut protéger cette confidentialité? Comment on peut créer un espace physique sécurisant à l'intérieur du collège? Et comment recevoir, quel type de formation on doit recevoir? Le troisième point, c'est de dire, de comprendre ces diversités-là et la diversité des besoins. Et non seulement, par exemple, un besoin scolaire, mais il y a d'autres types de besoins. On a besoin d'être formé pour comprendre cette diversité de besoins, évidemment. Comme opportunité d'amélioration, c'est de soutenir le développement des compétences. Donc, on est toujours là-dedans. C'est de dire, et très important, euh, c'est de voir des formations de perfectionnement sur l'écoute active, sur la compréhension de ce que l'étudiant vit, par exemple. Ça, c'est extrêmement important aussi. Euh, de favoriser les bonnes pratiques de recrutement. Ça, c'est très important aussi. Comme un étudiant l'a dit tantôt, tous les profs ne sont pas prêts à devenir des profs pivots. Donc, vraiment, il faut recruter convenablement l'enseignant, le former aussi, donc l'accompagner par des pairs, par les CP, et pourquoi pas créer une trousse d'outils aussi pour l'enseignant ou pour les enseignants pivots. Et ces trousses-là, ça peut être, par exemple, à qui on réfère dans ce cas-là, s'il y a des idées sombres chez l'étudiant, quoi faire, comment on peut remonter le moral, par exemple, chez des étudiants. Donc, tout ça, là, c'est très important aussi d'avoir comme développement de compétences. Évidemment, parmi les améliorations aussi, c'est d'avoir une collaboration avec les ressources professionnelles à l'interne et à l'externe et une meilleure concertation entre les parties prenantes. Donc, tout ça là, fait partie vraiment de ces opportunités d'amélioration qui sont nécessaires pour jouer un rôle efficace chez les professeurs, chez les enseignants pivots. Évidemment, ce qui est important là, c'est de dire, nous, la recherche, ce qu'elle a démontré, c'est que c'est un très beau projet. Vraiment, il faut, pour les cégeps qui l'ont, je pense que plusieurs cégeps ont ce type de projet. Pour tous les cégeps qui l'ont, c'est un très beau projet. Cependant, il faut se poser certaines questions pour l'amélioration, pour aider davantage et les enseignants, les départements, mais surtout pour être capable d'aider les étudiants. Si on a quelques opportunités d'amélioration, vraiment la concertation est très importante, le perfectionnement est très important, le soutien de la direction est extrêmement important aussi dans ce sens-là, afin de vraiment trouver une synergie entre tous les acteurs et pouvoir être en mesure d'offrir le meilleur des services aux étudiants.